Pensez la science. Une émission présentée par David Mascret. Dans mon émission Pensez la science, j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Michel Drac. Michel Drac, bonjour. Bonjour. Vous êtes contrôleur de gestion, vous êtes macroéconomiste et vous êtes l'auteur d'un petit ouvrage, en tout cas petit par la taille mais grand par l'intérêt, paru récemment aux éditions du Retour aux sources et intitulé de façon à la fois explicite et relativement énigmatique « Crise ou coup d'État ?» avec un point d'interrogation. Alors, peut-être commencerai-je cet échange par cette première question toute simple. Pourquoi ce titre et qu'avez-vous voulu mettre en avant à travers cette alternative crise ou coup d'État ? Je pense qu'il y a une crise, que cette crise s'est déclenchée progressivement à partir des années 60, et qu'elle a été avérée dès la fin des années 90, et c'est la crise du capitalisme américano-centré. Bon. Je pense qu'il y a potentiellement un coup d'État, une forme de coup d'État original, et ce coup d'État, en réalité, c'est ce qu'on a appelé la crise des subprimes. La crise des subprimes, à mon avis, elle a été programmée. On ne me fera pas croire que ça n'a pas été programmé. Je vais vous l'expliquer très simplement. Oui, parce que c'est un point technique, mais effectivement extrêmement important. Alors, pouvez-vous d'abord nous rappeler ce que sont les subprimes en eux-mêmes ? Oui, alors, les subprimes, ce sont des prêts qui sont accordés aux États-Unis à des catégories de la population qui ne fournissent pas les éléments de garantie nécessaires pour être dans la catégorie des emprunteurs prime, c'est-à-dire des emprunteurs à qui on accorde une prime sur les taux, parce qu'ils sont supposés fiables. Ces prêts subprimes se sont énormément développés entre 2002, 2003 et 2005 à peu près, à un moment où les taux d'intérêt de la Fédérale Réserve, les taux directeurs, étaient tombés très en dessous de l'inflation réelle. Alors il faut savoir là-dessus qu'aux États-Unis, les chiffres officiels, si vous voulez, sont presque officiellement faux. Alors, qu'entendez-vous par là ? C'est-à-dire que on est dans une situation dans l'Amérique depuis, je dirais, la fin des années 90. On est dans une situation qui commence à ressembler à celle de l'Union soviétique des années 80, c'est-à-dire que plus personne ne croit aux chiffres officiels, que même ceux qui les donnent reconnaissent que tout n'est pas dedans. Oui. Ces chiffres ne sont pas vraiment fiables. Ils ne sont pas vraiment fiables, etc. Et donc on voit apparaître d'autres chiffres qui ont parfois un statut semi-officiels, en ce sens qu'ils sont réutilisés par des institutions, alors qu'ils ne proviennent pas des institutions, et ces chiffres relèvent de la catégorie de ce qu'on appelle là-bas les shadow statistics, c'est-à-dire littéralement les statistiques de l'ombre. Si on prend le taux d'inflation shadow statistics américain des années 2002 à 2005-2006, et qu'on le compare au taux directeur de la Fed à la même époque, on voit que par rapport à l'inflation réelle, le taux directeur de la Fed est inférieur de 3-4 points. C'est énorme. C'est-à-dire que très concrètement, on avait un taux directeur qui était aux environs de 1,5 ou 2. Oui, je tête. Et un taux d'inflation, en tout cas shadow statistique, qui était plutôt de l'ordre de 4 ou 5. Oui, c'est ça. En général, alors si on prend année par année, en 2001, le taux directeur de la Fed moyen avoisine à peu près 4%, le taux d'inflation officiel avoisine à peu près 3,5%, et le taux d'inflation shadow statistique, c'est entre 5 et 6%. Donc déjà, dès 2001, on est sur un taux directeur qui est probablement inférieur à l'inflation réelle. En 2002, 2003, 2004, on est sur 3 années où le taux directeur moyen de la Fed est très bas, il oscille entre 1, 0,5, 1,5%, et il est inférieur même à l'inflation officielle, qui est toujours un demi-point ou un point au-dessus. Donc la Fed reconnaît à ce moment-là que même par rapport à ses propres chiffres, en fait, le coût du crédit est négatif.
Alors qu'est-ce que cela signifie précisément, le fait d'avoir un taux d'un directeur inférieur à l'inflation réelle, annoncée, puis a fortiori à l'inflation réelle? En substance, ça veut dire que l'argent ne coûte plus rien. Et que même, en fait, on vous paye pour emprunter d'une certaine façon. C'est un paradoxe absolu. En situation normale, on est obligé de payer une somme qui est justement le taux d'intérêt pour pouvoir emprunter. Voilà. La rémunération, en quelque sorte, de la créance du capital qu'on vous prête. Quand on arrive dans une situation où on a un taux directeur de la Fed qui est inférieur au taux d'inflation officiel, et alors maintenant, si on regarde le taux d'inflation Shadow Statistics, il est même très inférieur de 3 points souvent, on est dans une situation où les fondamentaux de la politique monétaire sont complètement mis en dessus-dessous. Et ça, c'est une situation qui est caractéristique de la relance par les taux, mais de façon frénétique. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette relance par les taux, elle se déclenche en fait surtout à partir de 2002. C'est-à-dire que si on prend la chronologie, en fait, l'économie spéculative qui s'était énormément enflée pendant les années 90 à l'occasion de ce qu'on a appelé la bulle Internet, on a appelé ça comme ça. Bon, dans l'histoire, Internet n'est qu'un prétexte. Il fallait trouver un support sur lequel spéculer. Ça a été Internet, ça aurait pu en être un autre. D'ailleurs, après, ça en a été d'autres. Bon, cette économie implose à la fin des années 90. Et quand les autorités américaines veulent relancer la machine, elles n'y arrivent pas. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'en 2000-2001, les États-Unis s'enfoncent dans une récession molle. C'est pas une crise très grave, en fait, mais on n'arrive pas à en sortir. On peut rappeler effectivement que l'explosion de la bulle Internet est bien antérieure aux événements du 11 septembre. Elle commence dès la fin des années 2000, le commencement des années 2001. Oui, et quand on prend prétexte ultérieurement du risque pesant sur certaines actions du fait de la peur du traumatisme d'un deuxième attentat ou du fait d'une peur de la récession, pour mettre en place ce qui étaient en fait des mesures qui étaient déjà quasiment inscrites dans les faits des mois avant. Concernant le rôle du 11 septembre, je n'en parle pas du tout dans le bouquin, donc ça c'est au lecteur de se faire son opinion. Non, je rappelle juste des éléments de chronologie dans cette affaire. C'est un élément de chronologie, effectivement. On peut remarquer que le 11 septembre arrive justement à un moment où l'économie américaine n'arrive pas du tout à redémarrer, et que le 11 septembre arrive aussi à un moment où des sociétés comme Enron ou WorldCom sont à 2 doigts de craquer. Ce qu'elles feront d'ailleurs ce qu'elles vont faire en 2002. Juste dans la foulée du 11 septembre, dans l'état de panique où se trouve à ce moment-là. Bon. Alors effectivement, il y a une concomitance là qui se produit, et bon, on peut trouver quand même que le 11 septembre arrive bien à ce moment-là pour certaines personnes. Mais ça, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, de cette question de chronologie malgré tout importante, quelle est la conséquence de, en quelque sorte, cette rémunération négative en fait, de l'argent Alors, à partir du moment où vous offrez une rémunération négative, exactement de l'argent, dont vous payez les gens pour emprunter, donc ils vont emprunter. Bon, si les gens empruntent beaucoup, ça va fabriquer du bilan pour les banques. Pour les banques commerciales qui prêtent aux gens. Or, ce qui est intéressant, c'est que juste avant cette période, à la fin des années 90, à la fin de la présidence Clinton, les États-Unis ont aboli une loi qui datait de l'époque de Roosevelt, qui s'appelait la loi Glass-Steagall. Le Glass-Steagall Act. Voilà. Cette loi, si je dis les choses de façon très schématique, empêchait les banques d'affaires de s'associer, de s'adosser même, on va dire, aux banques commerciales. Elle instaurait une séparation nette entre activité de dépôt commercial et activité de spéculation de banque d'affaires. Exactement. Ça arrive à la fin des années 90, et ça arrive, c'est intéressant, à un moment où les grandes banques new-yorkaises sont inquiètes parce que cette Grande-Bretagne, qui a fait le choix de tout miser sur l'économie spéculative, booste sa place boursière de la City de toutes les façons possibles et imaginables, y compris les moins recommandables, et il y a une inquiétude des banques d'affaires américaines
qui se demandent si la haute finance britannique n'est pas sur le point, en quelque sorte, de la phagocyter. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du monde, entre guillemets, anglo-américain, et à l'intérieur même du monde de la finance, de la haute finance, c'est pas unitaire. On a des rivalités on a très des fortes. rivalités à l'intérieur même. Ça explique un certain nombre de choses. Donc, c'est quand même intéressant de noter qu'on abolit la loi Glass-Steagall à la fin des années 90, puis qu'ensuite, on va avoir 4 années de taux directeurs extrêmement bas, pendant lesquels, donc, on va pratiquement payer les gens pour qu'ils empruntent, on va déclencher, ce faisant, une bulle immobilière. Parce que ces emprunts, notamment, vont servir à financer l'achat de maisons neuves et l'accès à la propriété, qui était d'ailleurs un des programmes essentiels de George Walker Bush au moment de son arrivée au pouvoir. Voilà, officiellement, on fait tout ça dans une optique de discrimination positive pour que les Noirs et les Latinos des quartiers puissent devenir propriétaires de leur logement, ce qui est en soi effectivement une démarche tout à fait saine. Bon, le problème, c'est qu'au passage, on gonfle les bilans des banques commerciales auxquelles sont adossés des mastodontes comme Goldman Sachs et Citigroup. Alors, bon, on peut penser quand même que, étant donné que c'est Goldman Sachs et Citigroup qui ont, avec Robert Rubin chez Citigroup, la personne qui a aboli la loi Glass-Steagall, et avec Henry Paulson, le secrétaire au Trésor, une personne qui a beaucoup de leviers pour définir les réglementations, pour gérer le contexte général, on peut quand même penser que c'est un petit peu plus peut-être pour gonfler les bilans de Goldman Sachs et de Citigroup que pour aider les Latinos et les Noirs des quartiers. L'accession à la propriété n'aurait peut-être été qu'un prétexte, ou en tout cas une raison secondaire. On pourrait le penser un petit peu. Si on a l'esprit mal tourné, on peut en avoir l'impression. En tout cas, c'est aussi un paramètre à prendre en ligne de compte, c'est-à-dire que derrière cette question effectivement de la relance de la machine américaine, il y a aussi évidemment la question spécifique aux États-Unis de la coexistence raciale et de ce jeu entre guillemets, entre les communautés où chacun se fuit. On présente souvent ce modèle américain comme un modèle du melting pot et de l'intégration, et on se rend compte qu'en réalité, il y a un très fort clivage entre ces communautés et que chacun essaie d'habiter le plus loin possible de l'autre, ce qui a eu tendance d'ailleurs aussi à accroître le coût des logements eux-mêmes, puisque évidemment, plus on est loin, plus ça veut dire qu'il faut trouver des moyens de transport, ça veut dire qu'il faut construire dans du neuf. Et d'où cette situation aussi très typique des États-Unis, dans lesquels ce sont les centres des grandes conurbations qui sont souvent les plus délabrés, les plus délaissés. Alors ça, je vous avouerai que ça c'est un domaine que je n'ai pas creusé, donc je n'en parlerai pas, mais intuitivement je pense effectivement qu'il y a dû y avoir, dans la façon dont ils ont piloté cette affaire au niveau des classes dirigeantes américaines, la volonté de ménager toujours la chèvre et le chou et de faire d'une pierre plusieurs coups. Et que si en même temps qu'on pouvait gonfler les bilans des grandes banques d'affaires, on pouvait aussi aider à assouplir certaines choses dans des relations effectivement dans certaines communautés où c'est pas évident, ça a dû jouer un rôle. Mais c'est un domaine que je ne connais pas, donc je ne me mouillerai pas là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on propose à des millions d'Américains dans les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 des contrats très alléchants où on leur dit vous pouvez emprunter et ça sera pas cher puisque les taux d'intérêt sont bas. On les fait emprunter selon un dispositif très souvent qui consiste à leur dire qu'ils ont 2 années de taux fixe promotionnel et puis ensuite ils passent en taux variable. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'au moment où la grande masse des emprunteurs subprimes passe en taux variable, c'est-à-dire en 2005, par miracle, juste à ce moment-là, la Federal Reserve remonte ses taux directeurs.